est-ce qu'on a le signal pour commencer? Est-ce qu'on a l'autorisation de commencer? On l'a déjà du président, donc ça c'est déjà pas mal. Hein. Bonjour. On peut y aller. Eh bien c'est parti. Merci, bonjour à tous. J'espère que la nuit n'a pas été trop courte. Ou au contraire, qu'elle a été trop courte. Ah, jusqu'au bout de Manicourt. Bon. Voilà, très, très heureux Ça de... parle toujours. Ça, oui, oui. Ah oui, c'est vrai que tu veux que j'utilise la technique d'hier. Ouais, je ne l'ai pas testé à 9h du matin. Je sais pas. Bravo. Si ça marche. Alors, je vais appeler tout de suite les membres de... nous allons appeler tout de suite les membres de cette troisième ou quatrième ou cinquième, je ne les compte plus, table ronde qui va poursuivre nos débats. Et puis ensuite, faire l'introduction. Je n'ai pas besoin de présenter le programme de la matinée, il est très simple. On a une séquence jusqu'à 11h. On va reprendre les sujets, mais on va les reprendre avec des acteurs nouveaux. Et puis ensuite, vous avez le déroulé dans votre programme avec des temps plus institutionnels et le grand témoin qui a travaillé toute la nuit. Et qui est dans une sorte de transe sur la façon dont il va bien pouvoir sortir correctement de ce piège que nous lui avons tendu. Alors, si vous voulez bien nous rejoindre, Madame Melek Kochabichak, vous êtes responsable d'urbanisme à la direction des études stratégiques du groupe Casino Immobilier et Développement. Merci beaucoup d'être parmi nous. Installez-vous. Monsieur Jean-Marc Bouchet, vous êtes PDG d'une entreprise qui s'appelle Quadrant Énergie Libre et vous produisez de l'énergie renouvelable. Eh ben, passez par là, c'est normal. Les voies de l'énergie renouvelable, elles sont forcément originales, donc c'est super. Monsieur Emmanuel Giraud, Emmanuel, s'il te plaît, directeur du CEPAL, mais aussi ancien directeur d'études pour un BE qui s'appelait Aide Observatoire. Monsieur Roch Angelotti, qui préside le groupe immobilier du même nom dans le sud de la France, il va nous expliquer tout ça, et monsieur Damien Roumet de l'association Terre de Liens. Voilà, c'est un beau panel d'acteurs socio-économiques. Alors, vous vous installez comme vous voulez, largement, confortablement vous verrez, mais largement. Et c'est parti pour une brève introduction, et pour la lancer, je vais vous rappeler ce que quelques-uns d'entre vous, on ne vous a pas tous vus, mais quelques-uns d'entre vous, vous nous avez dit lorsqu'on est venu vous voir, parce qu'on est venu vous voir, on est venu voir une douzaine, on n'a pas été dans l'étude aussi au loin qu'on aurait voulu sur ce sujet, mais on est quand même allé voir une douzaine d'acteurs privés, pour le dire plus simplement. Et voilà quelle a été, Christine, si tu veux bien envoyer le verbatim, voilà quelle a été, sans la caméra, comme ça on la voit bien. Il y en a un qui m'a dit, notre première grille de lecture sur le territoire, c'est celle du marché. Après, c'est le PLU. Le SCOT, le PLH, ça intervient après. On a loupé la première phrase, mais comme elle va revenir, c'est pas grave. Je l'aime bien, la première. On peut la repasser. Première, je ne sais pas si vous pouvez la repasser, parce que... Ah si, on a la main dessus. On a la main ou pas? On a une sorte de main. Voilà, c'est celle-là oui. qui me Quand je vais quelque part, je ne commence pas par regarder le SCOT, je tape leboncoin.fr, quoi. Ça, c'est un promoteur qui... promoteur public, d'ailleurs. Promoteur public. Mais enfin, vous savez, la promotion publique, ça va beaucoup chercher le marché aussi. Donc la suivante, on l'a vu. Christine, apparemment, tu as la main sur le défilement, donc on peut avancer. OK. Le SCOT, c'est 15 tiroirs. Ça fait 74 critères. Même quand on arrive à être compatible avec, 12, 13 tiroirs, on bloque sur le reste. Quand on additionne tous les calques, le SCOT, le PPRI, les VNF, etc., plus aucun projet ne peut sortir pendant des années. Et après, le boulot commence, pour eux, bien sûr. Merci. Ça, c'est un développeur. Le temps de développement, ce n'est pas le temps du SCOT. Du coup, je fais avancer mes projets d'activité économique, et puis ensuite, je vois comment je peux adapter le SCOT, mais ce n'est pas tout à fait le même rythme. Encore un ou deux, parce qu'il y a des optimistes aussi, ça c'est bien. Ici, les meilleurs connaisseurs du SCOT, c'est les agriculteurs et les promoteurs. Il y a des endroits où la connivence, elle est bien installée. Et il y a une dernière, qui était très élogieuse, donc il n'y a pas de raison de la cacher. La dernière, Christine, on va y arriver, c'est...
Ah non, c'était pas celui. Non. Ah, peut-être qu'elle n'est pas indiquée. Hop. C'est pas celle-là, c'est pas grave. C'est pas celle-là. Voilà. S'il y avait eu un SCOT, nous a dit un promoteur aussi, un lotisseur, s'il y avait eu un SCOT depuis longtemps dans ce territoire, on n'en serait pas là. Il avait l'air de regretter le point où on en était. Mon regret, c'est qu'il ne soit pas arrivé plus tôt, le SCOT, nous a-t-on dit, dans un des territoires. Et puis, dans la petite planète SCOT, je me permets de lire le bref passage du rapport qui parle de notre sujet. Contrairement aux présupposés qui circulent à leurs propos, ces acteurs socio-économiques privés, ils connaissent parfois très bien les SCOT et en ont des lectures plutôt pragmatiques, expriment de réelles attentes à l'égard des SCOT. Même si tous les avis ne convergent pas, la question de la crédibilité du SCOT est posée aux yeux des acteurs privés de l'aménagement et de l'urbanisme, qui sont, faut-il le rappeler, des parties prenantes dominantes dans l'acte d'aménager et d'urbaniser. Cette ouverture sur le privé reste largement à venir de la part d'un monde d'action publique, c'est vous, messieurs, dames, encore très souvent persuadés de sa responsabilité exclusive dans le devenir des territoires. Il m'a demandé d'être un peu... Voilà. Donc je vous renvoie à la peut-être croyance d'une exclusivité sur l'acte d'aménager. Mais je suis certain que ce n'est pas si exclusif que ça dans votre tête à tous. D'ailleurs, les situations sont extrêmement variées, mais je vais, de vos rapports à ces acteurs, mais je vais reprendre très rapidement le fil d'hier pour pouvoir expliquer la sollicitation qu'on vous propose aujourd'hui. Hier, on a terminé, grosso modo, en disant qu'il faut passer du SCOT producteur d'un document d'urbanisme qui régit le droit des sols à un SCOT qui opère des ressources, qui articule des projets, qui organise la transition, qui fait du développement. Bref, la question du droit des sols est parmi les sujets, mais c'est de loin pas dans ce cadre-là que l'avenir de SCOT se réglera. Pour opérer des ressources, aller chercher des opérateurs, pour articuler des projets, aller chercher des porteurs de projets, pour agir dans la transition, aller chercher ceux qui la travaillent, eh bien évidemment, il faut sortir du SCOT, si je puis dire, non pas sortir du périmètre, encore que sortir du monde qui élabore le SCOT, qui le contrôle et qui le porte, qui est un monde d'autorité publique, c'est tout à fait normal. Mais il faut sortir de ce SCOT. Pour réussir le SCOT, c'est une phrase que nous avions déjà prononcée ensemble aux rencontres nationales des SCOT de Lyon, il y a quelques années. Pour réussir le SCOT, il faut sortir du SCOT. C'est un paradoxe, parce que finalement, tout se joue dehors. Mais ça, vous le savez bien, vous nous l'avez beaucoup dit. D'où leur présence, puisque si on est cohérent avec ce qu'on s'est dit hier soir, eh ben, je ne dirais pas que c'est dans leurs mains, parce qu'il ne faut pas non plus perdre de la responsabilité, mais c'est beaucoup avec eux que ça se joue. Or, est-ce que ça se joue vraiment finalement avec eux? C'est ça le débat de ce matin. Qu'est-ce qu'on joue avec eux? Apparemment, et ils vont nous le raconter, il y a des endroits où ça se joue pas mal, où la distance entre les deux mondes d'action, le vôtre et le leur, n'est pas si grande que cela, et surtout, les lieux, les façons de faire, les moments sont organisés pour qu'il y ait de la convergence, encore de la convergence stratégique entre l'intention du SCOT et les raisons qui les font agir et qui ne relèvent pas de la planification, c'est bien normal, mais qui relèvent, pour le dire crûment, du marché, et c'est bien normal aussi. Distance, lieu, dispositif de travail. Dans un grand nombre de cas, la distance est très grande, les dispositifs de convergence ne sont pas là, les lieux pour se rencontrer ne sont pas organisés, et donc le SCOT prévoit des choses que personne ne reprend, pendant qu'un monde d'action agit, mais en dehors des cadres voulus par le SCOT, ou en tenant autant compte que possible, mais finalement comme un grand schéma de contraintes. Voilà notre sujet. C'est pas si facile que ça, et on est intimement convaincu que c'est la question fondamentale, notamment pour tous les SCOT qui sont maintenant dans la phase de mise en œuvre. Alors pour lancer l'affaire, je voudrais juste qu'on fasse connaissance avec eux très rapidement plutôt qu'on attende leur passage et qu'ils se présentent, parce que justement, il y a la question de la distance, il faut la réduire un petit peu, et qu'ils nous disent en quelques mots qui ils sont et ce qu'ils font. Et puis ensuite, c'est Alain qui va aller animer ce débat. Si on veut bien, on va commencer dans l'ordre où vous êtes présents. Donc simplement, qui vous êtes et ce que vous faites, qu'on vous comprenne bien. Évidemment, pour Emmanuel, il y a moins d'étrangeté. Mais... Oui, bonjour à tous, Emmanuel Giraud, donc directeur du SCOT de l'agglomération lyonnaise. Je ne sais pas si je suis représentatif des porteurs de projets de SCOT vis-à-vis de nos interlocuteurs qui sont présents sur scène, mais bon, simplement, moi j'ai connu les trois sphères, la fonction publique d'État, le privé
et désormais la direction d'un SCOT. Et j'ai pu m'apercevoir des ramifications, des échanges possibles ou pas qu'il existe selon la posture que l'on peut avoir à un moment donné. Bonjour, Jean-Marc Boucher, président du groupe Quadrant. Nous sommes producteurs d'énergie renouvelable. Nous opérons environ 200 centrales dont nous sommes propriétaires et nous produisons l'équivalent de la consommation d'environ 800 000 personnes avec des éoliennes, des panneaux solaires, des centrales biogaz et, j'en oublie, de l'hydroélectricité. Non, pas partout. On a peut-être, enfin, le siège est à Béziers, voilà. Le siège est à Béziers et on a effectivement un tiers de nos actifs dans un rayon de 50 km autour de Béziers. Pardon. Donc Melek Kodjabichak, je suis responsable urbanisme pour l'immobilière groupe Casino. Quelques chiffres clés pour le groupe Casino, pour ceux et celles qui ne le connaisseraient pas très bien. Le groupe Casino, c'est 15 000 magasins dans le monde, dont une très très grande majorité en France, évidemment, plus de 10 500 points de vente. Ça représente grosso modo 10 millions de mètres carrés, c'est 325 000 collaborateurs dans le monde. Voilà, donc le groupe Casino s'appuie sur une expertise immobilière qui est une de nos spécificités, bien que le groupe soit historiquement un acteur du commerce de proximité. Bonjour à tous, moi je suis Damien Roumet, je représente aujourd'hui le mouvement Terre de Liens. Terre de Liens, rapidement, donc c'est un mouvement citoyen qui regroupe 13 000 personnes, qui s'organise autour d'un réseau associatif présent sur l'ensemble du territoire français, qui est adossé à deux outils financiers, on va dire, qui sont la foncière Terre de Liens et la fondation reconnue d'utilité publique, qui permettent de lever l'épargne citoyenne ou le don ou les subventions d'investissement, notamment avec les collectivités territoriales, pour l'achat de foncier et la préservation du foncier agricole sur le très long terme, par la mise à bail par la suite à des fermiers, par des baux ruraux à clause environnementale. Bonjour, donc je m'appelle Roch Angelotti, aménageur, lotisseur et un peu promoteur dans le Grand Sud. Hop, on voit pas la caméra, je sais pas quoi je vois. Bon. Donc on intervient sur le Grand Sud, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et un petit peu PACA. Donc aménageur de ZAC, après avoir été surtout lotisseur au départ. On a pris le virage de l'aménagement foncier sur la base de l'initiative publique des ZAC. Et donc nous produisons à peu près entre 1200 et 1500 logements par an, soit sous la forme de parcelles à bâtir, soit sous la forme de logements en VFA dans le cadre de notre activité de promoteur. Entre Toulouse et Avignon. Entre Toulouse et Avignon, ouais. C'est bien ça. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Moi, j'ai toujours peur du ronron dans la deuxième journée d'une rencontre. Hier, on a terminé un peu, je trouve, de façon trop consensuelle. J'espère que ce matin, on va remettre un peu de tonicité, pas du tout pour faire de la controverse, mais parce que, d'abord, je pense qu'une tribune n'existe que dans pas ce qui la ressemble, mais plus dans ce qui lui fait peur ou ce qui la fait courir vers un avenir commun. Et il me semble que les partenaires et les partenaires privés, c'est une vraie zone d'ombre, c'est un vrai non-dit. C'est pas du tout un impensé, mais c'est un non-dit des SCOT. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez, on ne l'expose pas assez. Et si on suit le fil de mon introduction hier, la politique, la bonne politique, c'est parler juste, c'est-à-dire mettre des mots sur les choses importantes. Et il me semble que là, on est dans de l'important, du dur, du lourd, et que peut-être que la maturité, c'est d'en parler de façon beaucoup plus facile, alors que tout le monde a une très bonne connaissance des liens entre ces deux mondes, mais je trouve qu'il y a un voile. Il faut aller plus avant sur ce terrain. Même nous, dans l'enquête, on a un peu eu du mal à recueillir. Et si on regarde les invités et le monde des SCOT, hier, on a fait un pointage, il y avait le monde des SCOT. Ces acteurs ne font pas partie du monde des SCOT, au sens où ils n'étaient pas dans la salle, ou très peu dans la salle. Alors qu'on pourrait imaginer, et dans d'autres contextes nationaux, ces acteurs sont complètement partie prenante du monde aménagement et urbanisme. Martin. D'ailleurs, il y a combien d'acteurs privés dans la salle? Est-ce qu'ils peuvent lever la main, les acteurs qui se désigneraient comme des acteurs privés de l'aménagement, du développement, quelles que soient les clés d'entrée? Levez bien la main très haut, s'il vous plaît. Ils veulent pas qu'on les questionne après, ça un piège. Un, deux, oui, y compris des élus qui sont aussi dans dans ces missions-là. Une toute petite demi-douzaine, quelque chose comme ça? Très bien. Okay. Alors, on a 9h54, on a un peu plus d'une heure, super, mais 5 personnes. On veut que la salle réagisse encore beaucoup ce matin.
On va démarrer avec Emmanuel Giraud. Emmanuel Giraud, votre cas nous intéresse parce que vous êtes passé du côté des forces obscures à un moment de votre vie. Je vous passe la parole. Oui, les forces obscures peut-être, je sais pas. Moi, je voulais un petit peu revenir quand même pour faire le lien avec tout ce qu'on a pu se dire hier après-midi et ce qui est évoqué ce matin et surtout les acteurs qui sont autour de la table ce matin. Il y a un titre qui est indiqué là en page 16 du document, par-delà la contention, le SCOT assembleur, opérateur de ressources. Et sans répéter allègrement ce que vient de dire très justement Martin, je pense qu'on est l'âge 2 des SCOT, il est sur des nouveaux sujets. Et certains de ces sujets sont représentés ici au sein de la table ronde. Il ne faut pas oublier que les SCOT ont été créés par le ministre du Logement, Louis Besson, un élu de chez Pierre-Yves. Donc au départ, en 2000, à l'OSRU, c'est le SCOT dans le cadre du logement, du 25% de logement social. On est encore très dans la planif stratégique, les polarités. On parle un petit peu de conso d'espace. On parle surtout de préserver les espaces agricoles et naturels. Et les évolutions du code de l'urbanisme sur les SCOT ont été traitées ensuite par le ministère du développement durable. Et aujourd'hui, on fabriquera plus du tout un SCOT dans les années 2010-2020 comme on a pu créer dans les années 2000. Je ne sais pas à quoi ressemble le SCOT Bucopa, là, arrêté récemment par rapport à son prédécesseur dans les années 2000. Mais je pense qu'il y a des sujets qui sont énormément montés en puissance. Et je pense que demain, c'est bien autour d'un maître mot, la question de la ressource. Donc c'est pour ça que vous écrivez très justement dans votre papier, le SCOT assembleur opérateur de ressources. C'est bien autour de la ressource que s'articuleront les SCOT. Et quand on parle de ressources, je pense notamment à la ressource agricole, la stratégie alimentaire, par exemple, la ressource évidemment énergétique. Et on va devoir très agréablement, discuter avec des opérateurs qui aujourd'hui n'étaient pas forcément dans notre spectre, en tout cas sur les 10 dernières années, alors sauf évidemment des territoires hyper vertueux qui ont commencé déjà à travailler sur ces sujets. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que la ressource aussi, elle touche directement les hommes. Donc j'allais dire qu'on est sur des sujets qui sont très concrets, où je pense qu'il est beaucoup plus facile de faire adhérer évidemment les élus, mais aussi le citoyen, le grand regretté de Michel Maillinck, absent du débat. Et en plus de ça, il y a tout à inventer. Il y a inventer la stratégie issue de ces questions liées à la ressource. Et je pense qu'il va falloir que l'on se tourne de plus en plus vers des opérateurs publics, privés, pour inventer ces nouveaux schémas. Quand je dis cela, c'est ERDF. Est-ce que demain, on va orienter des formes de développement sur nos territoires liées à la présence de ressources renouvelables sur celui-ci, etc., etc. Je pense qu'en plus de cela, ces sujets-là, et c'est pour ça que moi j'attends les témoignages, notamment des 2 personnes qui sont présentes avec nous, sont une chance aussi pour les nouveaux territoires qui élaborent des SCOT, parce que c'est aussi une manière pour les SCOT dits ruraux de pouvoir mettre en avant, par le biais de la ressource, des atouts de leur territoire. On sait aujourd'hui que la ressource en énergie renouvelable, elle est à 90% localisée dans les espaces plutôt ruraux. Les espaces urbains consomment, les espaces ruraux produisent. C'est plutôt... Là, on est en train de changer de paradigme sur ce sujet-là. On inverse les rôles. Et j'allais dire que si on est en plus aidé par des périmètres de SCOT de plus en plus grands, cela va permettre de fabriquer des stratégies autour de la ressource de plus en plus pertinentes. Fabriquer des stratégies sur la ressource alimentaire sur un territoire uniquement urbain, ça ne sert pas à grand-chose. Quand on sait qu'il faut à peu près 1 hectare de terre agricole pour nourrir une famille par an, il faut aller chercher la terre agricole beaucoup plus loin que dans les centres urbains. Donc il y a un vif intérêt, et plus qu'un intérêt, une vraie nécessité à discuter, à échanger fortement avec vous, acteurs. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point que j'aimerais évoquer, effectivement, l'urbanisme
public, entre guillemets, géré par la puissance publique, c'est quoi? C'est 10-20% de la production de logements aujourd'hui. Aujourd'hui, la grande majorité se fait en diffus, se fait par le biais d'opérateurs privés, et on ne peut pas fabriquer des orientations sans travailler de concert avec les opérateurs privés, inventer des hiérarchies de polarité auxquelles correspondent des densités de logements à l'hectare, en renouvellement, en extension, sans savoir si le marché existe. Je pense que c'est très important. Je citerai 3 exemples quand même qui ont été développés, alors soit du côté de l'agglomération lyonnaise, soit du côté de l'Interscot, voire aujourd'hui du côté de la Fédé. Côté aglo-lyonnaise, je cite bien moi volontiers le CEPAL, le SCOT, qui a travaillé à des référentiels sur des zones d'activité durable, avec une cheville ouvrière qui est dans la salle, Michel Assiavati. Ce référentiel sur les zones d'activité durable ne s'est pas fait en chambre, ne s'est pas fait essentiellement, y compris simplement avec les représentations consulaires type CCI. Elle s'est faite, il s'est fait ce référentiel avec ceux qui font les zones d'activité, ceux qui sont dans les zones d'activité, les entreprises. Deuxième exemple, je prendrais volontiers le cas de la charte commerciale qui a été développée à l'échelle de l'Interscot lyonnais, où aujourd'hui, c'est une charte non opposable qui vise à indiquer aux opérateurs commerciaux comment il est souhaitable, il est vivable de développer du commerce, alors moins sur la programmation que sur le contenant, c'est-à-dire la qualité environnementale des projets. Mais quelque part, ça signifie qu'en Casino, quand Malek, elle vient voir en Berrieux, en Bugey, Salès-sur-Sanne ou un territoire du centre de l'agglo lyonnaise, on devrait avoir, nous, SCOT, le même discours vis-à-vis de nos attendus sur la qualité des opérations. Et cette charte a été élaborée avec, je ne sais plus combien, une quinzaine d'enseignes qui ont toutes signé ce document. Troisième élément, et c'est là où on sent qu'il y a troisième exemple, c'est là où on sent qu'il y a des rapprochements. Moi, je me souviens vraiment d'un échange très intéressant qu'on a eu au début du printemps, Fédé Scott, avec la Fédération du commerce et de la distribution, où alors on a senti clairement, parce qu'on s'est fait un petit débrief quand même, technicien de la Fédé, qu'on n'a pas toujours les mêmes logiciels, quoi. C'est ce qui était indiqué dans les verbatims, l'approche territoriale et ce qu'on attend de l'organisation territoriale, elle est pas vue de la même façon toujours par les opérateurs commerciaux que ce que nous on entrevoit. Alors j'allais dire, c'est de plus en plus convergent, et d'ailleurs Malek se présente comme urbaniste, c'est assez étonnant ça. Les amis d'Imochamp qui sont dans la salle, c'est pareil. Ils disent non, pas développeur, on est urbaniste. Donc on sent qu'il y a des rapprochements qui s'opèrent. Donc c'est pas cacaboudin d'aller discuter avec. C'est pas mauvais d'aller discuter avec les opérateurs privés. Une petite correction. Je suis responsable d'urbanisme et publiciste de formation. Donc je suis d'abord juriste en droit public. Et je suis responsable d'urbanisme, donc j'ai pour mission de m'intéresser à la matière complexe que constitue l'urbanisme. C'est pas la même chose. Malek Kochabichak, je propose que vous gardiez la parole. Je peux, du coup, parce que c'est très bien que vous continuez. Puis vous avez été interpellé, votre voisin aussi, qui travaille lui sur les énergies libres. Donc on va parler librement ce matin. Moi je trouve qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'euphémisation dans ce qui est dit. Le rapprochement est évident. Mais est-ce que c'est les Scott qui l'ont voulu? Je crois qu'il y a une réalité qui est en train de s'imposer aux Scott. Et moi, j'aimerais bien entendre une voix. On est entre nous, hein, personne ne parlera de cette rencontre. Une voix un peu, là aussi libre, pour dire, de façon peut-être sur un mode un peu critique, comment les instruments d'urbanisme pilotés par le public ont longtemps exclu du jeu un certain nombre d'acteurs, et qu'aujourd'hui on est dans une situation qui revient d'une certaine façon à la normale, et que vous le prenez mais sans angélisme, quoi. Moi j'aimerais bien qu'on sorte pas de cette réunion en se disant finalement on est dans une tendance douce. J'entends très bien votre propos, hein, mais on serait dans une tendance douce. Il me semble qu'on est le politiste, dès qu'on met le mot intérêt dans la question, je crois qu'il faut y voir domination, rapport de force, enjeu lourd. On est dans une cour où il se... Et là, j'aimerais qu'on ait un discours de vérité des
je n'en doute pas, des 4 témoignages. Malek, sur ce terrain, comment se fait le rapprochement? Comment petit à petit ces deux mondes sont en train de se trouver des intérêts communs? Une petite correction parce que ça me chiffonne à chaque fois, c'est Melek, mon prénom. Mais excusez-moi. C'est pas grave. Melek. Nous, on n'approche pas du tout les territoires d'une manière uniforme et homogène. Et ce qui me dérange un petit peu dans les discours, c'est qu'on fait, nous, face à une très très grande diversité de territoires. Ouais. Et on se retrouve parfois avec des interlocuteurs et des partenaires publics qui ont l'habitude et qui ont une tradition en fait de concertation avec les acteurs économiques, et d'autres qui ont un petit peu moins l'habitude. Et d'une manière générale, ceux-là sont un petit peu plus rares pour nous. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'acteur du commerce, et essentiellement du commerce d'ultra proximité, on est très présent dans les centres urbains, dans des agglomérations moyennes ou des grandes agglomérations, donc des territoires qui sont dotés de SCOT depuis leur apparition et depuis l'apparition des schémas directeurs, donc des territoires qui ont déjà quand même une certaine habitude de la concertation. Donc par chance, et puis je suis quelqu'un de résolument optimiste, on est rarement confronté à ce type de difficultés et ce manque de dialogue. Ensuite, donc, on a effectivement beaucoup de surfaces de vente implantées dans des zones beaucoup plus rurales ou péri-rurales, comme l'enseigne Vival notamment. Je n'ai pas fait de panorama de nos enseignes, mais elles sont très diverses et très variées. Et pour ces supérettes-là, en général, ce sont des formats de commerce que l'on vient chercher, dont on a besoin pour revitaliser des centres-bourgs ou des centres de quartier. Donc là, on n'a pas non plus de problématique de dialogue avec les élus locaux, parce que c'est un dialogue qui se fait naturellement. Mmh. Voilà. Jean-Marc Boucher. Oui, Vous avez été aussi interpellé directement. Oui. D'abord, concernant les SCOT, d'une façon générale, on ne sait pas ce que c'est qu'un SCOT. Donc, en général, le sujet de l'énergie, c'est un sujet qui n'est pas fondamentalement abordé dans les SCOT, alors que c'est un vrai sujet d'aménagement du territoire, que finalement la décentralisation, la décentralisation des moyens de production fait que vous êtes tous concernés, que c'est une révolution, c'est pas une transition. Enfin, on veut en faire une transition, mais c'est une vraie révolution technologique. Et aujourd'hui, on est capable de produire de l'énergie localement, qui va être consommée localement et finalement qui vous concerne tous, tant au niveau individuel que au niveau de vos fonctions professionnelles ou au niveau de nos territoires. Donc le sujet doit absolument... Je pense qu'il faut vous réapproprier la stratégie énergétique de vos territoires. Nous, des schémas, on en fait depuis 10 ans. On n'arrive pas à un endroit par hasard. Hein. On ne s'est pas levé le matin en se disant « Tiens, si j'allais là ». Quand on démarre un endroit, on l'a planifié, on l'a programmé. Ça fait 10 ans qu'on empile des strates, qui soient paysagères, qui soient urbanistiques ou autres. Mais on sait précisément pourquoi on est là et ce qu'on va faire là, quoi. Et donc ça, il faut que vous le sachiez aussi. C'est pas normal que ce soit nous qui vous disions venez, allons faire ça ici, quoi. Deuxième chose, c'est que c'est quelque chose, c'est une richesse que que nous devons partager. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour confisquer ni des paysages, ni confisquer la ressource. On doit la partager. Donc c'est comment la partager? La partager avec les collectivités, c'est-à-dire peut-être constituer des sociétés d'économie mixte, ça on le fait, pour avoir une vision globale du territoire, pour associer le territoire au projet, pour associer le territoire à la planification des ouvrages, et puis pourquoi pas l'investissement. On peut partager avec les citoyens, on fait régulièrement de l'appel à des fonds participatifs. C'est un peu ce que vous disiez aussi. Évidemment, c'est très logique que les gens qui habitent autour s'investissent dans les projets construits devant chez eux. Je voudrais juste vous dire, je pense à une petite histoire que je raconte toujours, mais qui permet de bien comprendre ce qui se passe. J'ai eu la chance en 2011 d'aller en Tanzanie avec mes enfants et me balader dans la brousse. Et on a croisé un Maasai qui gardait son troupeau, il avait un couteau, il était assis sur son bâton, là il avait un couteau à la ceinture et puis il avait un téléphone mobile à gauche. Et donc j'ai dit au guide, mais vous avez vu un téléphone mobile? Et le guide m'a dit, allumez votre téléphone et vous verrez, ça passe, on est au fond de la brousse, fin fond de la brousse et le téléphone passe. Et vous pouvez, depuis le fin fond de la brousse, appeler l'Alaska, appeler New York, consulter le Nasdaq. Vous pouvez, voilà. Et les Maasai, ils se parlent avec leur téléphone mobile.
Et donc, je dis, mais et comment ils font pour les recharger? Il me dit, mais avec un panneau solaire. Et donc, l'histoire, c'est finalement, il y a une révolution qui se passe, on n'a plus besoin des réseaux, on n'a plus besoin des fils, et donc on peut maintenant se parler, et on peut produire de l'électricité sans réseau et sans fil. Et c'est ça là. Et donc, le Massa, il est passé de rien à tout, sans passer par le réseau filaire. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'énergie, donc on est tous acteurs de cette énergie et on va tous être producteurs d'une façon ou d'une autre de notre énergie. Et donc, ça part du bas, c'est plus quelque chose qui vient du centre, qui vient de Paris et des textes, ça part du bas. C'est une révolution qui part du bas. Et donc vous devez le prendre en compte et vous devez l'encadrer, vous devez le maîtriser, le contrôler, savoir que finalement, c'est plus EDF qui dit où on fait et comment on fait. C'est le citoyen, éventuellement des opérateurs comme nous, mais c'est vous qui devez aussi nous dire et le faire avec nous, je dirais, et pas nous seulement dans notre coin. Voilà, je m'arrête là et puis Merci, oui. On continue le panorama. Roch Angelotti, même demande. Disons les choses. Ben moi, je me permets de reprendre ce que vient de dire Jean-Marc, parce que je ne suis pas forcément d'accord. Jean-Marc, quand vous dites que c'est pas à nous de vous expliquer ou d'avoir au moins un entretien avec vous, un débat sur ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, moi je pense que justement, si c'est notre job, en tant que praticien des territoires, on est là pour mettre en œuvre des SCOT, on est là pour mettre en œuvre un pack de règles, un pack de normes, et on doit effectivement avoir des normes qui tournent et qui nous permettent de faire nos métiers qui sont d'aménager le territoire. Et nous, notre métier, je pense que c'est aussi on se doit d'alerter les SCOT, d'alerter les communes au titre des PLU, d'alerter un petit peu tout le monde, en disant, voilà, je pense que il y a quand même des opportunités. Quelle est votre thématique? Quelle est votre volonté en développement, en aménagement? On va vous alerter sur quelques points. Vous les voyez peut-être pas, mais nous, par contre, on est un peu plus près du terrain parfois que certaines personnes, et on va se permettre de faire des propositions, de vous orienter un petit peu. Et c'est à ce titre-là, malgré tout, que je pense qu'effectivement notre devoir en tant qu'opérateur, en tant que praticien de ces documents d'urbanisme, c'est pas de les cadrer, mais c'est d'opérer une concertation avec leurs concepteurs pour faire en sorte effectivement qu'ils soient compatibles avec la mise en œuvre à venir. Donc c'est notre job. Après, effectivement, il y a toujours la question de savoir l'intérêt, le rapport de force, la dominance, hein, vous en parliez. C'est tout, oui. Moi, ça m'intéresse qu'on avance sur la texture du dialogue, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'échange, mais c'est intéressant les nuances que vous essayez de mettre dans le débat qui sont fines, c'est-à-dire à partir de quand on est juste dans du dialogue, de l'information, et à partir de quand on est dans un rapport de force sain, parce que il me semble que dans la culture française, on a du mal à énoncer le rapport de force. Alors que moi, quand je lis les trois situations, je lis forcément avec d'un peu plus loin des rapports de force. Enfin, je vois mal comment on pourrait pas être dans des rapports de force. Moi je dis, je corrige, hein, mais je dis juste faisons-le ensemble. Hein. C'est pas dit c'est moi qui le fais pour vous ou faites-le pour moi. Faisons-le ensemble. Exactement ça. Moi, mon métier, c'est produire l'électricité. Donc ça, je sais faire ça. Et donc moi, je suis prêt à le partager. Ça, voilà, c'est ça que j'ai dit. Hein. Je suis parfaitement d'accord. Non, alors le rapport de force, je pense que il faut faire la sélection des opérateurs, il faut arriver à voir un peu qui est là, pourquoi, qui fait quoi. Promoteur, c'est pas un aménageur. Un aménageur, c'est un partenaire de la collectivité au quotidien, il en est concessionnaire. Un promoteur, lui, il va poser un sujet immobilier à un certain moment. Je pense les opérateurs ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes jobs, ils n'ont pas les mêmes relations partenariales avec les collectivités. Et je pense qu'il y a quand même une vision d'expertise du territoire. On ne va pas dire que c'est le marché qui fait le territoire, ça ne doit pas être le cas. En revanche, le marché doit être un paramètre quand on réfléchit le territoire, son développement. Après, on fait le choix de tenter de changer le marché avec des décisions de prospective, ou on fait le choix de le suivre en l'ajustant un petit peu au fur et à mesure de ce qu'on souhaite, de la façon dont on souhaite le voir évoluer.
Mais je pense que bon, les concepteurs de SCOT que je vois travailler autour de moi sont des gens de grande qualité. Je sais très bien effectivement qu'ils ont eu des parcours de vie professionnelle parfois mixtes, donc en ayant touché aussi au privé, donc c'est intéressant. En général, je vois des gens qui sont toujours relativement ouverts. J'ai pas de problème aujourd'hui quand je parle avec des concepteurs de SCOT. Parfois un peu plus avec des concepteurs, avec certaines communes et certains agents communaux en charge du montage des PLU. Mais c'est vrai que les concepteurs de SCOT sont plutôt des gens ouverts avec qui on échange assez bien et qui ont malgré tout une vision assez réaliste du marché. Les diagnostics qu'ils font de territoire, en général, sont plutôt pertinents. Ils prennent un certain temps pour le faire et ils s'attachent. Et en plus, et les élus les orientent fortement. On est dans de la sémantique intéressante, hein. Malgré tout. Mais oui, non, mais c'est intéressant. Je propose qu'on finisse ce tour de table et puis qu'on ouvre tout de suite avec la salle réaction à la fois d'autres opérateurs et puis d'acteurs qui dialoguent. Moi, l'idée que j'ai derrière, c'est est-ce qu'on peut imaginer un peu de science-fiction dans 20 ans les métiers dont vous parlez, vos métiers et les métiers des gens qui sont dans la production des SCOT, finalement, ils sont interchangeables. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qui seraient très proches, ce qui se fait dans d'autres pays, hein, de façon tout à fait naturelle. Et finalement, est-ce qu'on serait vers une trame d'un fond commun, d'un cœur de métier, avec des référentiels de métiers qui se ressemblent. Par exemple, la prospective. Donc, sur la prospective, notamment, sur le diagnostic. Mais on y reviendra après. Dernier intervenant. Excusez-moi. Damien Roumet. Pas une question. Entrez dans le débat. Ouais. Alors du coup, j'essaie de reprendre un peu le fil. Moi, je me retrouve bien dans ce que disait notre collègue de l'énergie, où en effet, nous aussi, on essaye de faire avec, sans aucun doute. Au-delà de ça, nous, les SCOT, c'était des super outils pour mettre un petit peu d'agriculture dans la planification. Et de se servir de ce levier-là pour avoir un cadre de gouvernance qui permette de projeter le territoire sur la question alimentaire et agricole. Souvent, la question agricole, elle est prise par la bande. On prend par la question de l'eau, par la question de la biodiversité, par la question alimentaire, par la question de la consommation foncière, mais on la prend rarement en tant que agriculture en tant que telle. Et on aimerait bien qu'on puisse aller vers cette prise en compte un peu plus large. Et puis, du coup, ce qui permettrait de poser les questions plus profonde, au-delà de la consommation d'espace, quelle agriculture est-ce qu'on veut? Quelle agriculture pour le territoire à moyen terme? C'est ce que vous disiez également sur la question de l'agriculture dans les SCOT avec les interscots. On est obligé également de développer des nouvelles solidarités urbain-rural au-delà de la simple question de la consommation de l'espace agricole sur les SCOT urbains. Et puis une dernière question, enfin pas question, mais peut-être volonté de notre part. Terre de Liens, nous on considère la terre agricole comme un bien commun. C'est pas le simple fait du propriétaire, c'est pas le simple fait de l'agriculteur, mais l'alimentation c'est une chose tellement importante pour nous tous, ça a tellement d'effets sur la qualité de l'eau, sur la qualité des paysages, etc., qu'on doit se l'approprier collectivement. Et dans ce sens, le cadre de gouvernance que peut proposer les SCOT sont intéressants pour ouvrir ces gouvernances foncières locales, en intégrant bien sûr les acteurs représentatifs du monde agricole, comme vous le disiez tout à l'heure sur le monde du développement économique, où on bosse avec la CCI certes, mais pas uniquement, on bosse aussi avec les entreprises. Pour la question agricole sur les SCOT, je pense que c'est la même question. Il faut bosser avec la Chambre d'agriculture bien sûr, parce qu'ils ont des expertises essentielles sur ces domaines-là, savoir également avoir un diagnostic non pas seulement quantitatif mais aussi qualitatif, savoir si on a des paysans pour cultiver ces terres à moyen terme aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on perd des fermes par la consommation des terres, mais on en perd aussi par le manque de renouvellement générationnel, ce qui va être un énorme enjeu dans les 5 prochaines années. Et donc en effet en associant bien entendu la profession agricole, la chambre d'agriculture, la SAFER, etc., mais également les personnes qui sont impactées directement par l'agriculture, à savoir les citoyens et les mangeurs.
Merci beaucoup. Moi, je retiens de votre intervention que, en fait, vous nous dites, c'est pas seulement un travail d'expert, le dialogue, c'est aussi ouvrir un débat de société. Et les Scots n'ont pas de scène, sauf erreur de ma part, n'organisent pas de scène style conférence territoriale, enfin de lieux où se rencontrent un certain nombre d'acteurs qui débattent d'enjeux qui dépassent juste des enjeux techniques. Et donc, ce travail se fait dans l'interrelation. Ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre, à partir de ces différentes interventions, on ouvre le débat. D'ailleurs, une main est déjà levée, c'est super. Il y a plusieurs fils qui sont tirés, on va essayer de tous les tenir. On a un timing ce matin vraiment tranquille, il est 10h20, on a jusqu'à 11h. On a une belle séquence débat. Je plaide ce matin, parce que c'est dur de redémarrer, je plaide l'impertinence, je plaide même les coups de gueule s'il y en a. Une tribu doit avoir des micro-révoltes dans sa famille. C'est parti. Alors j'espère pas m'attirer des foudres de guerre dans ce que je vais dire. La grande tradition française, j'aime la République, je suis un enfant de la République, donc je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce que je veux dire. On est dans la grande tradition française du j'accuse. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons des temps où certains élus, certains techniciens vivent dans une peur inconsciente. Cette peur inconsciente d'être accusés soit de collusion, soit de connivence, soit de corruption. À partir du moment où ils entament des rencontres, des discussions avec le privé. En plus de ces 2 jours, on vend ou on attend par nos différents partenaires, notamment de l'État, puisque ça a été dit et affiché dans le verbatim. On est les défenseurs de l'intérêt général. 2, on est les procureurs des territoires. 3, certains nous vendent comme étant les Robespierre. Ouais, je suis désolé, David Bourgeois, je suis du Scott de la Rajoie, Robespierre, c'est chez nous. Et donc on est les incorruptibles du PAF de la planification. On nous vend comme ça. Moi ça me va. Alors, par rapport à tout ça, compte tenu donc de tout ce que je viens de vous dire, moi parfois je m'interroge dans mon quotidien. J'ai l'impression que la paranoïa, la schizophrénie, parfois deviennent mes guides. Pourquoi ? Parce qu'on nous parle, et moi je le dis, je le défends, je l'ai défendu hier, nous sommes des porteurs de projets de territoire. Comment, aujourd'hui, moi c'est une question que je pose, comment peut-on imaginer faire du projet de territoire en y associant sereinement, je dis bien sereinement les acteurs privés, pour réfléchir en amont avec les élus, accompagner leurs décisions, sans être exposé. Alors, aux juges autoproclamés, il y a des juges autoproclamés, des bien-pensants. Je vais prendre des exemples, des associations de défense, 3 petits points, se reconnaîtra qui veut. Donc, et sans parler, surtout aujourd'hui l'actualité, ou alors, un autre point de blocage, le code des marchés publics. Voilà. David, on entend tu voulais un coup de gueule, donc tu l'as, mais dis-nous une preuve que tu arrives à sortir de cette schizophrénie, parce que je sais que tu y parviens, puisque quand on est allé sur ton territoire, tu m'as fait rencontrer une demi-douzaine d'opérateurs immobiliers, publics et privés, ce qui prouvait que la relation existait et que le dialogue était là et que les codes de travail entre vous existaient. Donne-nous juste une preuve un peu pratique. Tu vois, Alain me demande, mais est-ce que dans un SCOT, il y a des conférences de territoire, enfin quelque chose qui permet de rassembler. Donc vous avez, et vous en avez tous, des expériences où on organise la rencontre, le travail en amont, chemin faisant, à l'évaluation, etc. Raconte-nous juste une bribe de quelque chose de un peu moins, pas désespérant, mais un peu moins amer. Il y a un peu d'amertume dans ce que tu nous dis là, et c'est bien compréhensible, il faut l'entendre. Mais il y a des solutions des fois, et vous en avez mis en œuvre chez vous, donc une. Un exemple, tu as rencontré le président de la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, nous avons des demandes, et il se trouve que j'ai mon élu à droite qui est un agriculteur, donc un chef d'entreprise de l'économie agricole. Nous avons, et d'ailleurs grâce à toi, nous avons eu des commandes de la Chambre d'agriculture pour réfléchir ensemble à l'agriculture de demain, et nous mettons en place, et nous avons mis en place, un groupe de travail
avec la Chambre d'agriculture. C'en est qu'un exemple. On va faire la même chose. D'ailleurs, ces rencontres sont... D'où l'utilité des rencontres. Je suis venu avec 7 vice-présidents. J'ai mon vice-président à l'habitat, vice-président des infrastructures qui m'ont passé commande. On met en place un groupe de travail avec les acteurs des territoires parce qu'il faut qu'on dialogue en toute sérénité. Ce que l'on faisait déjà, mais suite à ton étude, suite à ton travail qu'ils ont lu, voilà, nous on avance. Parce que l'intérêt général, il est là. Notre travail. Quoi, il y a des gens qui lisent Vanier. Notre travail. Je propose qu'on continue. Je glisse une petite... Je suis très intéressé qu'on ouvre le champ, s'il faut l'ouvrir, de la corruption. J'ai travaillé pendant 1 an sur la ville de Naples avec les élus locaux, et puis je viens de travailler 1 an au Japon avec les élus. Je leur posais toujours dans les séquences de questions, à un moment, la question quel est votre rapport avec la corruption concrètement? Et il me semble que c'est pas un gros mot, c'est-à-dire on peut en parler pour le dégonfler ou dire pour expliquer où est la frontière entre la connivence et la corruption. C'est vrai que je trouve que là-dessus on est dans un registre du non-dit assez fascinant, alors qu'on sait que parfois il y a des enjeux où la ligne est allègrement franchie. Si l'ouverture se fait dans ce débat, moi je suis ravi. On continue. Les mains qui a comment ça c'est une main devant. Ici. Ah non, c'est parti. Hop, je sais pas. Où est le ici? Le micro là. Ok. Bonjour, Scott Bonjour. de La Rochelle. Moi, je suis un peu surpris de ce que je viens d'entendre. La notion de projet, la notion d'ouverture dont on a parlé hier, elle implique obligatoirement cette ouverture avec tous les partenaires, que ce soit la population. Oui, il y a des tribunes, bien évidemment, avec la population. Il y a des séminaires, on travaille avec eux. On ne travaille pas en chambre, et on travaille avec les acteurs privés aussi. Oui, il y a des risques. Quand on élabore un document de planification qui va édicter de la règle, il y a forcément des risques, on s'expose, mais c'est aussi le boulot du document en tant que tel. Donc voilà, moi je voulais dire que oui, forcément les territoires travaillent avec leur population, travaillent avec les acteurs qui font aussi le territoire, qu'ils soient entrepreneurs agricoles, qu'ils soient entrepreneurs industriels, qu'ils soient simples habitants, qu'ils soient usagers du territoire, qu'ils ne soient que de passage. Oui, on travaille avec eux, et heureusement, sinon on ne fait pas un projet, enfin il y a un truc qui m'échappe. Voilà. Une demande là. Merci beaucoup. On enchaîne. Oui, donc Maïder Beotegui, l'agglomération, le SCOT Aglo Bayonne-Sudland. Alors je ne vais pas aller sur la corruption, je vais rester sur la question de la concertation. Il faut savoir que notre SCOT sur 48 communes, on avait engagé des conférences de territoire avec tous les partenaires au niveau du foncier agricole. Et juste spécifier que là, on lance une expérimentation qui part quand même d'une initiative du SCOT, même s'il y a plein d'autres partenaires, où je suis présidente d'une des petites intercos, on lance une expérimentation sur 2 intercommunalités pour un diagnostic et une prospective agricole. Donc on reconnaît bien la nécessité d'aller au-delà de la question foncière agricole, puisque dedans, on veut vraiment aller beaucoup plus loin sur le diagnostic et surtout la prospective. Je ne sais pas si elle est ici dans la salle, mais le bureau d'études qu'on vient de retenir avant-hier, le hasard c'est qu'elle est ici. Et si justement on a retenu ce cabinet, c'est parce qu'entre autres, il propose un outil de concertation, y compris société civile. Donc on attend beaucoup de cette étude pour aller au-delà de la simple question foncière qui est quand même cruciale, pour aller vers de la gouvernance alimentaire, puisqu'il y a aussi une expérimentation dans notre secteur avec la région sur la gouvernance alimentaire. Donc dire que les SCOT sont des lieux certainement privilégiés pour engager ce type de concertation qui concerne finalement tout le monde. Moi j'ai l'impression que le lieu du SCOT est un domaine un peu neutre de gouvernance et qui peut apporter à tout le monde. Donc sur des thématiques foncières agricoles, je ne demande pas mieux qu'on aille sur la question immobilière parce qu'elle est quand même cruciale. On a des sujets qui remontent où on nous demande de la densification avec de l'accession au logement social. Et là, je ne maîtrise pas le sujet, c'est pour ça que j'en parle très librement. Et on se confronte quand même au coût du foncier, de l'intérêt des opérateurs, etc., etc. Donc connivence, corruption, j'en sais rien. Mais moi, je suis très demandeuse à travailler, je pense nos collègues aussi sur ces sujets-là. Parce que quand même, il y a le problème du coût du foncier, donc de la surenchère. Si on n'arrive pas à... Un SCOT va définir des exigences d'accession à du logement social pour les territoires, à une répartition de logement social. Mais comment on fait après? On connaît le problème de la question du coût du foncier. Il y a forcément de la surenchère dessus. On peut bloquer... on travaille beaucoup aussi avec le PFL.
dont l'objectif est quand même, alors c'est pareil, hein, c'est une bébête noire peut-être pour les agents immobiliers et autres, donc bon, mais c'est intéressant de voir comment ça se passe ailleurs, mais l'objectif d'un établissement public foncier local, c'est aussi d'essayer de maîtriser le coût du foncier. Donc on sent qu'il y a des intérêts particuliers qui s'opposent. Comment faire de la convergence pour l'intérêt général qui est de proposer de l'accession au logement à tout le monde? Roch Angelotti, ça se passe comment les relations avec les autres opérateurs fonciers publics? Le PFL, Bête Noire, SAFER, etc. Le PFL est un partenaire. Le PFL, il est mandaté par les collectivités pour faire de la maîtrise foncière. Des fois, il a fait un peu n'importe comment. Mais au-delà de ça, bon, et des fois, il peut mettre les collectivités en difficulté par rapport aux engagements qu'elles prennent quand elles le mandatent. N'importe comment, ça veut dire que vous estimez qu'il ne va pas là où il faudrait aller Sur les valorisations, les estimations qui des fois dérapent clairement et mettent pas mal d'opérateurs et pas mal d'opérations en difficulté. Et parmi les opérateurs en difficulté, on trouve des opérateurs publics qui sont les collectivités, qui sont les mandants des différents EPF. J'ai vu des choses se faire qui sont assez graves. Excusez-moi, mais moi je veux bien qu'on reste sur un petit moment sur ce. Vos diagnostics, c'est où est le problème dans l'erreur de lecture de l'EPFL? C'est très en amont, c'est parce qu'il y a d'autres. Que l'EPFL a promis une rente foncière trop élevée et qu'il a acheté trop cher. Qu'il a acheté trop cher et que la mairie s'est engagée en le mandatant à racheter au bout de 5 ans, au terme du mandat, le foncier au prix maîtrisé, au prix donc d'acquisition, plus les frais de portage. Et avec des opérations qui, du coup, avec des programmations qu'on pourra trouver dans les sujets fonciers qui sont juste tout à fait inappropriées dans le contexte urbain tel que les fonciers sont positionnés. Donc une mauvaise analyse du marché. Mauvaise analyse du marché. Ça arrive de se planter, voilà. Mais bon, là, du coup, c'est un peu grave. Donc nous, c'est vrai que les EPF aujourd'hui, on les voit comme des partenaires dans la mesure où ils font partie de tout le circuit de production de l'aménagement du territoire au même titre que les collectivités. Pour moi, ça fait partie un peu de toutes ces personnes-là qui co-interviennent pour faire ce qu'on fait et ce qu'on a à faire. Non, après, je pense que la question de, oui, la maîtrise foncière, je sais qu'il y a quelques collectivités qui souffrent des surenchères. La programmation sociale aujourd'hui, je pense que, la programmation de mixité, elle est assez bien admise, paradoxalement, par les propriétaires. Ça y est, c'est quelque chose qu'ils ont bien intégré aujourd'hui. Ils ont passé quelques temps, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez bien intégré. Ils sont assez bien informés, d'ailleurs. Autant, effectivement, bon, il ne faut pas commencer à parler de Scott avec eux. Ils sont peut-être pas forcément tous au courant de ce qui se passe et des supra-documents qui s'imposent au PLU. Mais par contre, ils savent qu'on ne peut pas leur raconter n'importe quoi aujourd'hui. Je suis agréablement surpris par la culture réglementaire des propriétaires fonciers. Pas que des gros vendeurs, pas que de certains agriculteurs qui vendent en périurbain des gros trucs et qui effectivement ont eu à se positionner plusieurs fois en tant que vendeurs, mais même les petits opérateurs aujourd'hui sont très 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 au courant. C'est même surprenant, très 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 fin dans leur analyse. Est-ce qu'on pourrait demander à vous et aux opérateurs privés qui sont dans la salle, peu nombreux, mais peu importe. On les a ciblés. On les a ciblés. Ce que vous souhaiteriez pouvoir trouver comme dispositif de convergence, de connivence, de collusion au bon sens du terme. Collusion, voilà. Oui, bon, enfin, peu importe. De convergence. De convergence. De convergence, okay, c'est très bien. Moi, convergence, c'est comme gouvernance, ça m'inquiète un peu. Ouais, c'est un mot un peu qui... Allez, chacun l'écrira comme il voudra, mais enfin, en tout cas, des dispositifs très concrets, parce qu'on comprend que tout ça dépend de la qualité des relations que vous parvenez à établir un peu individuellement, selon des contextes extrêmement différents qu'il vous revient de flairer, de travailler, de comprendre, d'investir, etc. C'est d'un très grand pragmatisme, c'est humain, c'est superbe, mais en même temps, comment c'est reproductible, comment c'est transmissible, qu'est-ce qui se passe quand vous changez de poste, vous partez, votre vie professionnelle, est-ce que l'affaire s'effondre parce que le réseau se dissout? Comment est-ce qu'on arrive à professionnaliser cette relation de travail entre le public et le privé, et comment on arrive à objectiver un peu la réduction de la distance entre vous et eux, pour le dire assez rapidement. Il y a peut-être des propositions à faire. Il a parlé de conférences territoriales. Ça reste encore un grand endroit mais peut-être que vous auriez, vous, des propositions, des suggestions sur la façon d'organiser une communauté d'action, une convergence pratique,
En amont, pendant l'opération, en aval, je ne sais pas. Mais je suis Martin, sûr aussi que les oui, on collègues continue. d'Yvauchamp pourraient On repart, faire des on propositions repart dans la précises. salle, on vous donnera à la fin un temps de réaction au débat. D'accord. On repart dans la salle. Où sont les mains? Ah. Une main au premier rang, Et une deuxième. en attendant des mains plus loin là-haut. Monsieur Perea, qui est devant. Rapidement, quatre choses. Oula! Non, mais très rapidement. La première, c'est, je pense que de plus en plus, la question de l'énergie est quand même centrale dans les SCOT. C'est vraiment une des portes d'entrée importantes sur lesquelles on réfléchit. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, sous forme un petit peu de boutade. Personnellement, j'ai vu plus d'aménageurs et de promoteurs immobiliers faire des erreurs d'estimation et mettre des propriétaires fonciers en difficulté, notamment en leur faisant signer des promesses de vente qui ne se réalisaient jamais, que l'EPF se trompait. Voilà. Mais... Point 3. On avance. On va y revenir. J'ai entendu un moins aussi à la gauche. On continue. Point numéro 3, et qui est aussi une des difficultés que personnellement j'ai rencontrées, c'est lorsque l'on veut faire une conférence territoriale, que ce soit pour les aménageurs, quels qu'ils soient, qui on invite, notamment territorialement. Nous, par exemple, à Narbonne, M. Angelotti connaît bien, le groupe Angelotti n'est pas positionné à Narbonne, mais il peut très bien travailler sur le Narbonnais. Est-ce que je l'invite ou est-ce que je ne l'invite pas? Oui, non, mais ça, vous inquiétez pas. On vous laissera régler les... Est-ce que je n'invite... Non, mais est-ce que je n'invite que les gens qui sont localement inscrits sur le territoire, dans les registres de commerce et autres? Et donc, ça pose un vrai problème. Voilà, un vrai problème. Cadran est installé à... C'est pas un problème légal, on est d'accord. C'est juste un Pardon problème... C'est pas un problème légal, mais non, l'invitation. C'est un problème de... Mais oui. Cadran a un de bureau, civilité. Cadran a un bureau à 600 mètres de mon bureau, voilà. Donc à Port-la-Nouvelle. Donc est-ce que je les invite à eux, mais ceux qui sont à Montpellier, je les invite ou je ne les invite pas? Voilà. Donc ça pose un vrai problème. Voilà. Et pareil quand on veut travailler avec les notaires, par exemple, est-ce qu'on ne fait venir que les notaires qui sont sur nos... Voilà. Donc c'est au-delà de la connivence, c'est une vraie question géographique qui se pose et à laquelle, personnellement, je n'ai jamais eu de réponse. Point 4. Point 4 et dernier point. Moi, tout ce que j'ai entendu là depuis tout à l'heure me renforce dans l'idée que je défends depuis des années, que les territoires et les élus, quel que soit leur niveau, ont besoin d'avoir de la planification et de se structurer en termes d'aménagement du territoire. Puisque ça a été dit de manière plus ou moins diluée. Lorsque les opérateurs privés rencontrent des territoires qui sont structurés, eh bien ils savent s'adapter et ils travaillent avec nous et on arrive à sortir des projets. Et quand ils rencontrent des territoires sur lesquels il n'y a aucune structure, il n'y a aucun interlocuteur, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire gagner de l'argent, et c'est normal, faire leurs affaires, et c'est les territoires qui en pâtissent. Voilà. Donc moi je suis un fervent défenseur de la planification et je crois que ce qu'on a entendu ce matin doit nous pousser à continuer à travailler dans ce sens-là. Message entendu. On reprend la salle, on continue la salle. Est-ce qu'on répond au point ou non d'abord? Je vous propose... Alors oui, Est-ce qu'on mais répond alors à ton ping-pong. Parce que vous aurez la parole à la fin. Numéro 1, l'énergie, entièrement d'accord. Numéro 2, le problème c'est que par contre l'EPF achète cash, tandis que les promoteurs, les aménageurs signent beaucoup de promesses de vente. Quand ils se plantent en général, ils n'achètent pas. Numéro 3, de toute façon, je pense que la concertation doit se faire sur la base d'un consensus. C'est-à-dire que on consulte un petit peu les gens qu'on a envie de consulter parce qu'on a confiance en eux. C'est le partenariat avec les opérateurs locaux de proximité ou en tout cas avec un savoir-faire, avec une vision de territoire qui permet de savoir que en les associant à une concertation, on va vraiment on va avoir un avis qui va être pertinent et qui va être important dans le diag. Numéro 4, je réponds pas parce que ça m'intéresse un petit peu moins. Jean-Marc Boucher, là, juste, je vous interpelle sur la question de l'énergie, puisque c'est dans le sujet. Est-ce que ça veut dire, au-delà du fait qu'on a tous compris qu'il y a un nouvel enjeu, qu'il y a une nouvelle... Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir une initiative du côté de la Fédération des SCOT, je me lance, pour afficher cette question comme une question qui devient une question
à reprendre, à traiter différemment, c'est-à-dire qu'il y ait une initiative, qu'il y ait du volontarisme sur ce terrain. Ah oui, oui, c'est clairement, c'est essentiel. En tout cas, on est sur quelque chose, enfin vous l'avez dit, finalement, il y a des enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui sont vachement importants, et nous, on va vite. Je voulais rebondir sur la corruption et les difficultés de monsieur. Nous, on a constitué un certain nombre de SEM, tout ce qu'il a dit, on l'a en miroir. C'est-à-dire, c'est terrible. Je suis effondré par ce que vous vivez. C'est-à-dire que quand on s'associe à vous, on le vit aussi. Moi, je prends des décisions tous les jours, tout le temps, vous aussi sûrement, mais on prend une décision, puis on agit, puis on avance. Vous avez un temps de réflexion, puis ensuite il y a des délibérations, puis après il y a des enjeux politiques, puis après... Et donc pour constituer une SEM, la première SEM que j'ai constituée, il a fallu 2 ans et demi pour la constituer. On était d'accord dès le premier jour. 2 ans et demi. Et on est encore en train de tricoter des trucs. Donc non, c'est pas bon. Alors... Bon, je n'ai pas de commentaires, l'acteur est super, je me régale avec eux. Non, l'acteur n'était pas bon. C'est pas, chacun évidemment voit les choses. Jean-Marc, par contre, je pense que vous pouvez dire que c'était quand même aussi une SEM avec plusieurs intercos. Oui. Il y avait plusieurs territoires, donc c'était quand même une SEM un petit peu complexe. C'est vrai, il y a 2 agglos, il y a un syndicat d'électrification rurale, il y a un syndicat de traitement des ordures ménagères. Et donc vous avez le territoire, les opérateurs publics et notamment de réseau, et puis nous le producteur. Je pense enfin je pourrais revenir sur ce sujet-là. Mais vous dire que Moi, je prends la balle parce qu'il y a beaucoup de mains qui sont levées. Notre groupe de parole fonctionne bien ce matin. Hein, le groupe des aménageurs anonymes qui essayent de parler de leurs problèmes. Vous avez dit, je suis effondré parce que vous vivez. Là, c'est bon. On est dans l'échange où on est sur un même terrain. Je propose qu'on continue sur ce registre qui peut être émotionnel, c'est-à-dire qui est un registre où vous êtes bien conscient. Moi, il me semble, hein, complètement extérieur à votre scène, de bien voir des acteurs qui sont tous dans le même bain et qui ont juste un point, et qui est un bain complexe aujourd'hui avec beaucoup de points de blocage. La parole. Alors oui. Allez-y. C'est très frustrant, on aurait tellement de choses à dire, mais je voudrais juste revenir sur cette question de connivence et de risque, de peur quant à une possible corruption. Moi, c'est la première fois que j'entends en fait parler de ces sujets-là. C'est vrai que j'avais jamais été confrontée. Pour une raison assez simple, c'est que je pense que si le SCOT reste dans son cadre et qui est celui d'être une véritable boîte à outils, un document de référence, un document aux orientations générales, prospectives, pour moi, ce risque s'amoindrit forcément. Ouais. Et plus le document devient très réglementaire, plus il entre dans un degré de détail important, et plus effectivement il y a un risque de modification, d'adaptation, d'opportunité. Ce qui est peut-être plus le cas pour des plans locaux d'urbanisme où on peut avoir du jour au lendemain des parcelles qui deviennent constructibles au gré d'un projet d'un opérateur privé. Donc pour moi, si le document reste dans son cadre, qui est celui d'être une boîte à outils pour l'ensemble des opérateurs, pour moi ce risque est moindre. Donc je suis assez surprise qu'on arrive sur ce terrain-là. C'est la juriste qui parle. Mais en matière commerciale, il me semble que malgré tout, depuis les SCOT, depuis la réforme intervenue il y a à peu près 2 ans, où on identifie des pôles qui vont venir accueillir des surfaces commerciales, ça vous concerne directement. Avant, effectivement, on devait simplement... Il y a toujours cette notion de compatibilité et conformité. Avant, on n'avait pas le droit d'identifier géographiquement des pôles. Aujourd'hui, il faut le faire, parce que sinon, effectivement, ça passe pas très bien en DDTM quand on passe en CDAC ou autre. Et aujourd'hui, malgré tout, finalement, vous allez avoir tendance à travailler plutôt sur les sites identifiés. Et vous allez forcément avoir, je pense, quelques craintes un petit peu, pas de corruption, mais d'influences qui ont pu se passer en amont, parce que c'est vous qui aurez travaillé en amont, peut-être avec les collectivités, pour participer à l'identification d'un site. Les dernières évolutions législatives et réglementaires ont fait beaucoup de mal au SCOT en matière de commerce. Pour moi, il ne revient pas au SCOT d'identifier à la parcelle sa destination commerciale ou pas. Et je trouve qu'on s'est trompé d'outils. Beaucoup de SCOT sont devenus des super PLU. Et effectivement, on a été confronté à certaines situations où on s'est rendu compte qu'on était finalement, notre centre commercial était délimité, mais alors vraiment à son unité foncière près. Et on était obligé de ne se développer que sur ce périmètre-là. Et pour moi, ce n'était pas dans les prérogatives du SCOT. Et je trouve que les dernières évolutions lui ont fait beaucoup de mal. Et là, il y a toute la nuance réglementaire entre localiser des activités et puis les déterminer géographiquement. Là, pour moi, on s'est trompé d'outils. Et les dernières évolutions ont fait beaucoup trop de mal au SCOT. Et effectivement, on se retrouve
retrouve confronté à ce type de vérification. Et je trouve ça dommage parce que ça a créé sur certains territoires de la spéculation foncière. Ça peut provoquer aussi des risques de friche commerciale pour ceux qui ont le malheur de ne pas être dans la bonne localisation d'activité. Donc ça a fait beaucoup de mal. Merci beaucoup. On pourrait y passer là. Donc on est sur du dur là. C'est très bien. On prend 2 interventions dans la salle. Il y en a une en droite. On va commencer en haut là et j'en ai vu une autre là-bas. Il y avait plusieurs mains qui se levaient. Oui. Il y a des mains qui se lèvent. Alors je propose là qu'on va enchaîner parce qu'on a plus de 20 minutes avec beaucoup d'interventions où on arrête le jeu de ping-pong pour le coup. Ah bon, mais c'est dommage. Parce que... Mais on le reprendra. Vas-y Philippe. Philippe Auger, un grenoblois. Oui, pour se féliciter des évolutions en matière de commerce pour les Scots, je pense que ça leur a fait beaucoup de bien. Alors même si, évidemment, pour les gens grandes enseignes ou petites enseignes, c'est pas toujours très facile, je pense que passer d'un système de dialogue direct, grande enseigne ou enseigne mère, et ensuite on vient voir le SCOT pour le modifier ou le réviser de façon à faciliter l'implantation de l'opération, on est passé à un système, je pense, plus travaillé, mieux régulé, qui ne nuit pas à la capacité de chaque enseigne de faire valoir son sens des opérations et de manière très pragmatique. Mais je pense que le SCOT a permis de donner un cadre dans une matière qui quand même était très mouvante, avec laquelle les élus avaient beaucoup de difficultés. Donc concrètement, ça renvoie à la question qu'il faut qu'on se pose ce matin, du lien entre cette, entre guillemets, planif, s'il n'y a pas d'autre mot pour l'appeler. Tu vas te faire gronder, tu sais. Anti-made planif. Oui. Vous avez entendu, messieurs? Oui. Dame. Et les projets. Et parce que souvent, on a des maires viennent nous voir en disant on a voté un bon SCOT, j'ai mis mon PLU en compatibilité, tout va bien. Et le lendemain matin, j'ai vu l'enseigne commerciale qui vient me voir, ou le porteur d'affaires, en me disant, mais monsieur le maire, c'est bien, j'ai repéré un bon terrain près du rond-point payé par le conseil général, bien accessible, au prix du foncier agricole. C'est là que je peux mettre mon supermarché, 50 emplois, je subventionne le club de foot, tout ce que vous voulez. Donc le maire revient nous voir en disant, mais effectivement, j'avais voté un bon SCOT avec des ACOM, des fameuses zones commerciales, pour privilégier l'arrivée du commerce dans les centralités, là où il y a déjà les équipements et les réseaux. Mais quand même, ils me font réfléchir, cette enseigne, parce qu'ils sont prêts à y aller, il y a 50 emplois, c'est le bon sens économique que quand même aller poser notre supermarché, là où il y a de la place, c'est au moins accessible plus facilement. Donc on est en permanence confronté à ces questions d'atterrissage du projet, en prenant en compte la cohérence du SCOT. Et je trouve que beaucoup de collectivités sont désarmées. Il faudrait quand même qu'on travaille sur la capacité à accompagner collectivités et opérateurs publics ou privés d'ailleurs sur ces questions-là. On continue, on n'intervient plus en réponse, question-réponse, mais juste question, enfin témoignage. Donc alors, il y en avait, oui, c'est là. Moi c'est exactement le même thème, mais je vais être encore plus précis que ça. Ça fait un petit moment que je suis maire, et c'est vrai que les documents de planification, j'en ai vu passer, je suis aussi vice-président du SCOT, donc c'est bien élaboré, il y a vraiment ce qu'il faut pour travailler, mais il y a la base, la base vraiment très très base, qui bouge vraiment depuis une vingtaine d'années. Et moi, je le ressens fort. Mais la question est très simple. Vous allez voir, ma question est extrêmement simple. On est d'accord pour faire des éoliennes. On est d'accord pour qu'il y ait du commerce de proximité. On est d'accord pour qu'il y ait du monde agricole. On est d'accord pour qu'il y ait de nouveaux habitants, mais pas de ça chez moi. C'est-à-dire, effectivement, vous allez réfléchir pendant des mois, vous allez élaborer, vous allez travailler, et vous allez tomber sur des citoyens lambda, que vous ne connaissez même pas, qui ne posent pas aucune difficulté dans votre collectivité, et qui vont vous dire « Ah oui, mais moi, les éoliennes, je suis d'accord, hein, ça, alors, c'est sûr, pour produire de l'électricité, c'est merveilleux. Mais alors, pas de ça chez moi, quoi. » Comment on résout cette question? Où est-ce, dans ce pays, qu'on peut installer des choses, tout simplement, hein. Et là, on a quelque chose à travailler. Alors, je pense que c'est effectivement un sujet de... Je vais être court, hein, parce que j'ai promis d'être court. Quelque chose à travailler sur notre communication dans la construction. Certainement qu'on a dû louper des trucs. C'est compliqué au niveau local, parce que quand vous faites des réunions publiques, vous avez 2 personnes. Vous envoyez 150 lettres, vous avez 2 personnes. Ils ne viennent pas. C'est quand ça commence, quand la grue commence à arriver, alors là c'est plus compliqué, hein, attention. Hein. Et je ne parle pas de la méthanisation. Hein. Oui, attention. Hein. Merci. Hein, bon, voilà, merci vous beaucoup. Vous comprenez ma question, hein. Ma question, mais elle est fondamentale. On est dans du dur. Je propose que le micro
passe devant, puis il ira juste derrière après. Du coup, là, je propose qu'on amplifie les interventions de ce type, parce que là, on va voir, on est dans du dur. C'est parti. Oui, je rebondis également sur les interventions précédentes. Déjà pour dire que par rapport aux différentes thématiques qui sont abordées, on les traite différemment dans les SCOT, parce qu'on n'a pas toutes les compétences et puis les moyens réglementaires pour les traiter. Quand on va être plus précis sur peut-être sur le logement, mais moins sur les énergies renouvelables, même si on nous invite, et notamment par le biais de l'État, à travailler là-dessus, sur les territoires à énergie positive. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, en toute modestie, on peut dire qu'en tant que technicien SCOT, on est la cheville ouvrière de l'aménagement d'un territoire. Mais la question que je me pose et que je pose aux intervenants, c'est quel est le rapport de force sur les territoires. Alors, on est bien d'accord sur le fait qu'il y a différents contextes, mais on est à l'échelle des SCOT dans des grands objectifs, des grandes orientations. On ne fait pas des PLU, on ne fait pas de PLUI, et ma question, c'est sur les rapports de territoriaux, comment ça se passe? C'est-à-dire, quand vous êtes opérateur, vous allez voir qui en premier? Est-ce que vous allez voir le maire? Porte d'entrée plutôt très, très précise. Et à quel moment vous vous tournez vers nous, en tant que technicien SCOT, qui, je rappelle, n'avons pas la plume pour rédiger la règle très, très précise, puisque derrière, il y a la question de la mise en compatibilité des PLU et de l'écriture des règlements. Merci. On remonte de 2 rangs, juste derrière. Est-ce qu'on pourrait demander aux gens de se présenter? Ce serait vraiment formidable. Oui. En même temps, je fais une incidente. Hier, j'ai beaucoup aimé dans les débats un moment où on n'était plus obligé de dire de quel territoire on venait pour parler. C'est-à-dire, oui, mais en même temps, j'aime bien l'idée que le débat puisse s'émanciper. Donc, vous voyez, il y a l'avantage et l'inconvénient où des fois on est trop territorialisé ou trop professionnalisé, mais je suis d'accord avec vous, on peut se présenter. Laissons-leur le choix. Voilà. Option. Bon. On continue. Michel Maillinck, donc Bassin-Arcachon. Je voulais revenir sur ce que j'avais dit hier. Je vous ai dit, j'ai pas trouvé l'habitant. On m'a répondu, il faut voir le citoyen. Je fais la différence. Pour moi, quand on parle de densité, de transport en commun, on arrive à avoir un discours vis-à-vis du citoyen. Et le citoyen, quand il arrive devant vous, il est organisé, formaté dans une association. Mais l'habitant, lui, derrière, il dit, c'est vachement bien le train, mais je prends ma voiture. Et puis l'habitant, il lui dit, c'est vachement bien la densité, mais je préfère ma petite maison avec le jardin. C'est pour ça que je dis, on va pas voir l'habitant. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, je rejoins ce que disait Monsieur Perea, c'est vraiment difficile, il y a une espèce de schizophrénie là. On n'a pas forcément les bonnes personnes en face de nous, et on ne sait pas comment aller les chercher. Je rejoins tout à fait ce que dit mon voisin de devant. Merci beaucoup. On rescanne les mains qui se levaient, qu'on a manqué. On vient au premier rang, sur ma droite. Et Madame Céline après. Oui, ça va venir. Excusez-moi. Oui, Henri Hasser, président du SCOT de l'agglomération Messine et dirigeant d'une société de promotion immobilière. Voilà. Voilà. Alors, parce que la schizophrénie, qui a souvent été évoquée. Je vais sans doute me fâcher avec une bonne partie de la salle. Très bien. Mais ça fait plusieurs réunions SCOT auxquelles je participe. Alors, j'ai bien compris que le SCOT, c'est un outil de planification, je suis tout à fait d'accord. Mais de temps en temps, j'ai quand même l'impression d'être chez les bisounours. Parce qu'une planification territoriale, c'est bien. Mais si derrière, vous ne mettez pas les outils économiques et financiers pour l'appliquer, ça restera du texte. Lorsque sur un territoire, je vais prendre le cas du SCOT de l'agglomération Messine, on dit plus 20 000 habitants sur le territoire du SCOT. Pour l'instant, on a dû en perdre de 8 ou 9 000. Donc à l'horizon 2032, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'en fait, on n'a pas de terrain pour accueillir les primo-accédants, on ne sait pas le fabriquer, on a des actes qui sont souvent mal foutus, c'est-à-dire qu'on a fait des bilans de actes pour se faire plaisir et elles ne tiennent pas la route, elles sont infaisables. On a des accidents territoriaux, des usines qui ferment, des mutations, nous on a la proximité du Luxembourg. On a eu aussi dans nos planifications territoriales des accidents mondiaux. Monsieur parlait des EPF qui ont acheté trop cher. Mais est-ce que vous, monsieur, vous aviez prévu la chute de Lehman Brothers? Non. Personne ne l'avait prévu, donc ce sont des accidents. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, dans ce pays, une bonne fois pour toutes, on arrive à se dire que quand on veut faire de la planification, que lorsqu'on veut réussir
Un projet qui est un projet politique, il faut qu'on sache comment on va le financer. Et pour moi, le meilleur moyen de le financer, c'est de s'adresser, de travailler en amont avec ceux qui disposent encore de fonds, et c'est plus nous qui disposons de fonds, c'est-à-dire le secteur privé. Je rajouterai aussi que sur un même territoire, vous avez des concurrences financières qui sont des concurrences fiscales qu'il faut aussi prendre en compte. Quand sur un territoire, vous avez dans une agglomération un montant de CFAE qu'on va fixer à 2 et qu'à 4 km sur le territoire de la communauté d'à côté qui dispose de terrain, vous avez un taux de CFAE à 1 ou à 0,5, c'est pas la peine de vous faire un dessin, vous savez où vont s'implanter les entreprises. Moi, je fabrique du bâtiment industriel. La première chose que mes clients regardent, la première chose, c'est combien ça va me coûter, combien je vais payer. Et avec eux, ils ont leur expert comptable et leur avocat d'affaires. Et ceux-là, ils savent compter. Et donc, tous ces éléments-là, il faut être en capacité de les prendre en compte. Tous ces éléments-là, il faut qu'on arrive à les intégrer dans nos réflexions. Pour les intégrer dans nos réflexions, il faut qu'entre élus, on se mette d'accord, y compris sur les problèmes de fiscalité. Alors il y a sans doute des éléments qui vont arriver dont on ne maîtrise pas encore la portée. C'est le fameux FPIC, Fonds de péréquation des impôts des collectivités locales, qui risque sans doute de changer les rapports entre les élus. Mais tant qu'on ne prendra pas en compte la portée économique de nos volontés, de nos desiderata, je pense qu'on pourra continuer longtemps à parler du temps 2, du temps 3, du temps 4 de la planification territoriale. Merci beaucoup. Le niveau d'intensité monte et c'est bon signe. On prend encore une ou deux interventions, puis on redonne la main à nos invités. Les mains se lèvent pas. Oui, il y en a deux, voilà. Et trois. Oh mais ah oui, alors ça devient de l'acharnement. Non, donc il y a une main devant. Oui, allez-y. Excusez-moi. Non, Madame Sélignan. Vous avez fait signe, et puis j'en ai repéré 3 autres, on les prend, donc ça fait 4, et on clôt. C'est un autre angle de vue, même si l'intervention du précédent personne était très forte. Non, simplement un petit éclairage sur la façon dont on est rentré en dialogue, comment on a construit cette convergence pratique avec les opérateurs commerciaux. Point de départ, je crois qu'on était relativement méfiants parce que la première chose que personnellement je me suis dit, nous ne sommes pas leur alter ego, ils ont des gens formés dans la négociation, ils ont des équipes extrêmement compétentes, donc nous devons nous faire accompagner par des gens qui ont des compétences pour rentrer en négociation, en dialogue. Et puis de l'autre côté, je pense que les opérateurs commerciaux ont compris que faire tomber par le contentieux des SCOT, des PLU, c'était pas non plus en termes d'image, en termes... Je crois que les opérateurs commerciaux sont très attentifs aux attentes sociétales. Enfin, ils sont à l'écoute d'un certain nombre de phénomènes. Donc, les intérêts étant bien compris, qu'on a beaucoup progressé dans la connaissance des uns et des autres, connaître nos limites, nos façons les méthodes s'y prendre, et que je crois qu'aujourd'hui, on est monté quand même en compétences et en maturité, et tout en restant lucide, j'insiste sur ce terme lucide, nous avons quitté la méfiance pour pouvoir rentrer en dialogue de façon utile, tout en restant lucide sur les intérêts des uns et des autres. Beaucoup. J'ai vu 3 mains se lever. Il y en a une à gauche et 2 au milieu. Oh, montez. Ah, pardon. Oui, allez-y. On a vision plongeante, mais... Merci Jean-Pierre Abel, président du SCOT de l'agglomération troyenne. Effectivement, vous nous interpellez sur les SCOT depuis hier, et là je mesure qu'on est vraiment devenu fragile, et on peut être aussi un jouet dans la main de certaines personnes. Les SCOT, pour moi, sont un outil stratégique de planification, de développement du territoire. Ce sont des élus qui doivent porter et qui portent ce type de projet. Il doit bien sûr être débattu, construit, abordé avec les opérateurs, mais je suis formellement convaincu que ce projet est un projet politique qui n'appartient qu'aux élus et qu'on doit regarder les opérateurs ou tout autre spéculateur comme des partenaires, des investisseurs, mais non pas à construire le SCOT avec nous. Le SCOT appartient aux élus, le SCOT appartient au territoire, à ses habitants.
On doit le porter haut et fort, mais on doit simplement regarder les opérateurs qui interviendront après. C'est pas à eux de fixer les règles. Merci beaucoup, c'est très clair. On nous a glissé qu'il fallait tenir le timing, gentiment. David veille. Donc on prend encore 2 interventions mieux, puis on arrête. On donnera un mot, mais juste un mot à nos invités. Et Martin annoncera la pause avec quelques petites informations. Oui, très très rapidement. Donc moi je suis le très nouveau directeur du SCOT du Biterrois. Donc je connais. Voilà. Donc la première des choses, je pense que ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une grande confusion sur les rôles des uns et des autres, entre les communes, les intercommunalités et les SCOT. Et que la plupart du temps, j'entends les SCOT qui veulent jouer les rôles des intercommunalités. Et quand c'est pas maintenant les opérateurs qui deviendraient les urbanistes et nous qui deviendrions les développeurs, quoi. Enfin, je pense qu'il y a des sortes d'inversion des choses qui me semblent dangereuses. Et d'autre part, moi je trouve que les rapports de force, c'est sain. Je trouve qu'il faut même les clarifier, qu'il y ait des acteurs qui ont des enjeux et peut-être des intérêts divergents sur un territoire. C'est ce duo-là qui fait avancer les territoires et non pas une sorte de consensus mou qui ferait qu'il faudrait qu'on soit tous d'accord. Donc je trouve que la position, par exemple, de M. Angelotti est très claire. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui se positionne dans son rôle. Il est dans son rôle, nous on est dans le nôtre. Et le fait qu'on ait parfois des divergences ne peut qu'être la matière première qui fait avancer le débat, qui le fait s'adapter, etc. Donc je trouve que c'est important de garder cette clarté-là, quoi. Je trouve que c'est pas une gêne et que je voudrais pas que la convergence soit une sorte, voilà, d'ailleurs, on l'a bien vu dans les petites citations que vous avez mis en introduction. Je vais d'abord voir la commune, puis après l'interco, et puis après, si j'ai le temps, si j'ai besoin, si c'est absolument indispensable, j'ai au SCOT, mais dans le fond, j'y vais pas. Pour la plupart du temps, j'y vais pas, quoi. Parce que des fois, c'est même pas utile d'y aller, puisque de fait, quand les SCOT seront intégrateurs, les plus auront déjà fait le job, etc. Donc, il faut qu'on arrive à avoir, par contre, peut-être une position, effectivement, de rééquilibrage et de reformulation, je dirais, des enjeux qui sont transversaux entre différentes intercommunalités d'un SCOT ou entre les interscots. Là, il me semble qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Et puis, dernière remarque, je trouve qu'on est de plus en plus... ce qui me semble important, c'est de savoir qu'est-ce qu'un SCOT est capable, doit dire, peut dire et doit s'arrêter de dire. Et la part d'espace de liberté qu'on doit donner aux intercos qui sont dessous, aux communes qui sont dessous, et de pouvoir s'adapter en cours du temps à toutes ces choses, ces accidents qui nous arrivent, comme ça a été dit précédemment. Et il me semble que c'est des réflexions qu'on devrait mener plutôt que de vouloir faire la même chose que les autres à un autre niveau. Merci beaucoup. On comptera le temps. Clarification des rôles qui fait écho aux échanges du tout début sur où est le nord, c'est-à-dire que la boussole, elle a besoin d'un nord et elle a besoin de rôles fixés. Dernière intervention dans la salle, on est désolé, on est abrupt. Elle est où? La parité. C'est Rachel? Oui. C'est Rachel. À droite, alors. On va censurer le président? Pas sûr, on va voir. Ça sera le dernier acte d'impertinence. Bonjour, Rachel Weisman, directrice du syndicat mixte du SCOT Sud Meurthe-et-Moselle. La question que je me posais, c'est la question de l'opérationnalité une fois qu'on a construit le projet, parce qu'alors on fait beaucoup de réunions, effectivement, beaucoup de diagnostics, on est assez ouvert, on essaye de travailler avec un certain nombre de partenaires, y compris privés, quand on arrive à le faire. Mais néanmoins, une fois qu'on arrive en phase opérationnelle, on est en phase mise en œuvre, donc tout le travail qu'on a pu commencer à construire avec eux, qu'est-ce qu'on en fait, comment on continue à l'animer pour que finalement ce soit aussi une mise en œuvre partagée. Et là, du coup, j'aurais été intéressée d'entendre Emmanuel pour savoir comment ils ont fait pour passer de l'élaboration de la charte à la mise en œuvre de la charte. Merci. Il vous répondra pendant la pause. Et je vous propose de... On a pris une dernière. Alors, c'est le président qui voulait dire un mot? Non? C'est madame. Hop, hop. Je ne suis pas. Madame, levez bien la main. C'est toi qui déborde, Martin, c'est pas moi. Non, tu me reproches souvent de... Voilà. Et puis ensuite, ce sera Monsieur le Président pour la dernière prise de... Et on est sur des séquences d'1 minute. Allons-y. Alors, 3 points. Le premier, je pense que... 3 points en 1 minute, vous n'allez pas y arriver. Ça va aller vite. Ah bon. Ça va aller vite.
Dans nos parcours professionnels, effectivement, on est amené à être au SCOT aujourd'hui, mais on a été dans d'autres missions. Donc, moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que le SCOT, c'est un lieu d'arbitrage. Et je pense qu'il faut qu'on le revendique, c'est-à-dire que les opportunités de faire, y compris quand il y a des fonds et autres, si elles ne vont pas dans le sens de ce qu'on doit essayer de travailler, c'est-à-dire la cohérence des projets d'aménagement pour un fonctionnement optimisé territorial, il faut essayer de trouver les solutions pour les réorienter. La deuxième, moi quand j'entends parler de la convergence fiscale, je dis que nos travaux à titre technique, ils doivent être aussi portés par une volonté politique, c'est-à-dire que si on veut travailler l'intercommunalité, il faut effectivement éviter le dumping territorial, et ça c'est pas le boulot des techniciens, c'est le boulot de l'échange politique autour de ça. Et le troisième point, moi je pense qu'il y a un enjeu pour avoir, j'ai commencé ma carrière dans la maison individuelle. Je pense qu'aujourd'hui, la question des formes urbaines et de la nouvelle promotion, elle est vraiment dans le champ de vos métiers. Les gens ont envie d'avoir un espace privatif extérieur. Dans la majorité du territoire français, ça me paraît normal. Et aujourd'hui, on ne leur propose qu'une chose, c'est des maisons qui sont faites de telle façon qu'on ne peut pas concevoir dans un bâti du petit collectif qui ressemble à ce qu'apporte la maison individuelle. Vous avez un très gros travail à faire là-dessus. Et le dernier point, moi c'était juste pour revenir à Terre de Liens, quand on parle des représentants de la profession agricole, c'est écrit dans le code de l'urbanisme, moi je me suis battue pour que vous soyez associés à nos travaux dans notre secteur, parce que très souvent on a aussi énormément, lorsqu'on doit travailler avec les partenaires extérieurs, des représentations institutionnelles qui sont aussi dans des postures, beaucoup de postures, et quand on travaille notamment avec la promotion ou qu'on essaye sur le volet mise en œuvre, on se trouve aussi en face de gens qui vous représentent mal parfois. Merci beaucoup. Un mot du président. Oui, je voudrais poursuivre ou rebondir sur la réflexion tout à l'heure d'Henri Asser qui parlait du monde de Bisounours. Je crois que tant que nous aurons cloisonné le droit de l'urbanisme et la fiscalité locale, on continuera à avoir de gros problèmes d'aménagement du territoire. Il y a une véritable réflexion à mener là-dessus. On parle toujours urbanisme, on ne parle jamais fiscalité locale. Or, je crois qu'il y a un lien qui est assez évident, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine de l'habitat. Mais pour le moment, on n'a pas cette culture et on travaille de façon très cloisonnée. Merci beaucoup. 5 intervenants. J'ai mis un chronomètre. On va faire dans le sadique maintenant avec 60 secondes. Hein. C'est le nouveau jeu. Donc, on vous a interpellé beaucoup, mais vous n'aurez que 60 secondes pour répondre. On va prendre l'ordre de la... C'est parti. Allez, c'est parti. Top. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé l'expression lieu de convergence. Le lieu de convergence, c'est pas seulement les conférences qu'il faut inventer où on aura le temps de se parler, etc. Je pense que la convergence, elle passe aussi par des rapprochements de modes d'emploi ou d'objectifs qui sont aujourd'hui pas les mêmes. Les SCOT, nous on a un seul mode d'emploi, c'est le code de l'urbanisme, qui est le même à Mauriac ou à Lyon. Et de l'autre côté, nos opérateurs, ils ont un mode d'emploi qui est plutôt celui d'équilibre d'opération, de bénéfices, etc., etc. Et quelque part, tant qu'on n'arrivera pas à rejoindre les deux, c'est pas seulement les opérateurs qui doivent se rapprocher du code de l'urbanisme, mais aussi dans certains secteurs géographiques d'assouplir ce code de l'urbanisme pour aller vers les opérateurs, on n'aura pas réussi ce lieu de convergence. Et je pense, comme la boussole que vous avez inventée en 3D... 10 secondes. Il y a ce curseur peut-être à objectiver, où aujourd'hui, est-ce qu'on est sur les territoires plus proches du code ou plus proches des règles du jeu que les opérateurs mettent en place? Merci. Jean-Marc Boucher. Bon, moi je vais juste faire une remarque. Je vous trouve un peu sur le reculoir et j'ai l'impression que vous nous voyez comme des agresseurs et peut-être même avec un certain complexe d'infériorité ou de manque de moyens. J'ai entendu ça un peu dans ce que vous dites et donc bon, voilà, je m'étonne, il faut rééquilibrer notre relation. En tout cas, je trouve bizarre certaines fois ce que vous avez exprimé. Et la deuxième chose, la thématique des SCOT, de l'urbanisme, n'est pas seulement une thématique technique, mais aussi une thématique économique
Et donc, si vous occultez, si vous oubliez cet aspect des choses, vous oubliez un pan essentiel de votre programmation territoriale. Merci. 50 secondes, parfait. Donc le vieux couple doit rééquilibrer son dialogue. La symétrie fonctionne pas bien. On continue. Je voudrais simplement réinsister sur le fait que nous avons besoin, donc nous, opérateurs économiques et commerciaux, d'un document aux orientations claires, avec un projet politique bien défini. Et plus ce document sera clair et plus il sera co-construit avec les acteurs du monde économique qui sont aussi des acteurs, des parties prenantes de l'aménagement d'un territoire, et plus ce document fera consensus dans sa mise en œuvre. Donc je crois à la co-construction et je militerai pour. Et puis j'aimerais aussi qu'on sorte des oppositions manichéennes du type centre-ville-périphérie, moi qui a tendance à me donner des boutons, et des visions simplistes de ce qu'est le commerce pour revenir à mon cœur de métier. Par exemple la proximité qui ne se résume pas à la supérette. Merci, on est encore plus court, on est maintenant à 40 secondes, donc on va essayer de battre le record. Damien Roumet. Plus que parler de convergence, moi je parlerais plus de coopération. Et la coopération, elle peut se construire s'il y a des stratégies qui sont présentées, claires, définies, à la fois pour les partenaires publics, mais également pour les opérateurs et aussi les citoyens. C'est comme ça qu'on réussit à avancer ensemble vers un objectif commun, ou en tout cas en définissant et en identifiant les différents objectifs de chacun pour avancer ensemble. Et puis, justement, une traduction de ce que ça peut recouvrir, par la fondation, par la mobilisation de la foncière également, on peut faire des acquisitions foncières, on est opérateur foncier, en mobilisant à la fois de l'épargne locale citoyenne, à la fois du mécénat d'entreprise, donc du privé lucratif qui met un peu de sous pour l'autonomie alimentaire du territoire, et également de la subvention d'investissement éventuellement. Et donc on réussit à avoir un plan de financement totalement équilibré et partagé pour une stratégie commune. Merci. Pile. Rocco Angelotti. Donc moi je parlerai ni de coopération ni de convergence, je parlerai de concertation. On n'est pas là pour co-tamponner un SCOT. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un élément d'arbitrage. C'est vous qui faites les choix que vous avez à faire empiriquement en fonction de ce que vous pensez être, en fonction de ce que vous les voyez les meilleurs. Nous, tout ce qu'on demande, je pense, c'est que vous puissiez nous associer, qu'on ait un petit peu l'impression de pouvoir vous donner quelques informations qui nous semblent être précieuses. Après, de toute façon, vous ferez ce que vous en voudrez. On ne râlera pas pour autant, on travaillera le support, on travaillera le document qui va être notre document de travail, un document de référence pour nous. Mais c'est vrai que je pense que voilà, c'est plutôt de la concertation qu'on demande plus que de la coopération. Ou en tout cas une coopération en concertation. Mais je ne cherche pas la cotitularité ou la co-responsabilité d'un SCOT. 10 secondes. Je cherche juste à y participer à mon tout petit niveau en tant qu'opérateur d'aménagement d'un territoire. Voilà. Merci beaucoup. Martin. Oui, bravo à la table ronde, bien sûr. La table ronde. Ce débat doit se poursuivre. Il doit se poursuivre aux prochaines rencontres nationales des SCOT. Vous avez un thème majeur à reprendre avec eux dans une plus grande variété, parce qu'ils ne représentent pas tout le monde socio-économique et du développement, et entre vous, parce que vous n'êtes pas d'accord. On l'a entendu, et c'est très bien. C'est à ça que doivent servir les rencontres nationales des SCOT. C'est à travailler les désaccords et aussi les convergences, concertations, coopérations, etc. Vous avez un très très bon sujet. Le cœur du sujet, c'est les SCOT seront-ils des acteurs de la transition ? Ou vont-ils regarder la passer, ou la regarder passer avec d'autres, avec des EPCI qui le feront, des territoires à énergie positive, mais pas des SCOT, etc., etc. C'est ça la question majeure. C'est pas simplement la qualité de nos relations avec le privé et le fait de savoir si le territoire appartient aux élus. Le territoire appartient à personne, mais la grande question, c'est réussira-t-il la transition économique et énergétique ou pas? Alors toutes ces questions-là, on n'a pas été très bons, nous, dans le rapport, et on le reconnaît volontiers, parce que c'est venu progressivement, ça n'a pas été les acteurs majeurs qu'on est allé chercher, ça a plutôt été la planète SCOT, et donc il y a vraiment un boulot à poursuivre. Mais ceci dit,
On ne voudrait pas terminer cette évocation de notre travail de recherche, y compris dans la limite que je viens de dire, sans rappeler pourquoi il a été posé, comment il a été posé et grâce à qui nous l'avons quand même réalisé. Oui, c'est un petit mot. On est à la fin, là, parce qu'après on va passer la main, le psychanalyste en chef va parler, il va avoir une conclusion, donc on sort du jeu. Moi, juste un petit mot pour vous dire que, pour envoyer un remerciement, j'ai passé 2 journées superbes, on a fait une aventure étonnante, parce que un peu de bisounours, il n'y a jamais eu, tout a bien marché, du début à la fin, ça m'énervait, en permanence je le disais, c'est pas normal. Je trouve que les journées sont bien terminées, je suis content qu'elles se terminent sur cette tension. Je voudrais vous dire que nous, on est des éponges, surtout moi, parce que Martin, il connaît le sujet, mais moi je connais rien en fait à toutes vos histoires, sauf que pour entrer dans cette histoire, j'ai eu un objet transitionnel, quelqu'un qui m'a éclairé du début à la fin, qui a été très discret, qui est dans l'ombre, et qui a beaucoup travaillé pour que ce rapport ait lieu. Elle s'appelle Michel Ciavati, elle est là, elle va se cacher. J'aimerais juste, c'est un hommage personnel, mais elle a fait un travail énorme qui n'a jamais été vu dans cette étude, qu'on l'applaudisse collectivement. Voilà, merci pour elle. On a un petit peu mangé la pause, on est désolé. On reprend à 11h30, dans un quart d'heure. Merci à tous.